Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Encore une heure à passer ensemble dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Vous le voyez à l'écran, évidemment, notre invité ce matin, M. Sylvia Touré, président de l'UFR. Un peu plus tard, on va s'intéresser à nos routes, la voirie urbaine de Conakry dans un état de dégradation, très avancé. Impossible pour les usagers de circuler. On en parle ce matin avec Suleiman Traoré, directeur général du fonds d'entretien routier, qui va intervenir dans la troisième partie carrément de l'émission. Et puis, on va s'intéresser aussi à nos étudiants ce matin et d'autres nouvelles viendront s'ajouter à tout ceci. Quelques messages en direct avec les auditeurs GGO 8037. Cet auditeur qui nous dit bonjour les GG et à monsieur le président de l'UFR. Une question pour vous, oui ou non, deuxième tour l'UFR va... voilà, je vais reformuler un petit peu la question parce que c'est mal posé. Est-ce que l'UFR se ralliera au RPG Arc-en-Ciel? Donc ça, c'est une question posée par un auditeur, Fasseli Mara, qui dit bonjour les amis. Monsieur Touré, concernant la CENI, c'est qu'il faut choisir un membre de la famille d'un opposant pour mieux faire. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Nous allons continuer le débat avec d'autres angles, mon cher. On s'intéresse au secteur des mines. La gouvernance actuelle a annoncé beaucoup de réformes, notamment en ce qui concerne le code minier. Et des projets et des méga projets ont été annoncés, notamment Simandou. Mais est-ce que tout cela a concouru, à votre point de vue, à une amélioration de la gouvernance dans le secteur et à ce que cela ait un impact pour, en tout cas, l'économie de notre pays? Je devrais vous poser la question parce que vous étiez là avec moi quand on a annoncé tous ces méga projets. Est-ce que vous en connaissez un qui a été réalisé? Si ça ne l'a pas été, c'est que nous n'avons strictement rien fait dans ce secteur. Nous avons eu le malheur, avec l'arrivée du président en 2010, de vouloir refaire le monde. On a voulu faire un code minier qui était différent de ce qui se passait ailleurs. Parce qu'il y avait des contrats mal ficelés. D'accord, ça n'a rien à voir. Je parle du code minier. Okay. Je parle des contrats, c'est le code. Le code, donc les gens sont venus me voir. Quelqu'un a eu un jour la gentillesse de venir me voir le soir pour me dire qu'est-ce que vous pensez de ça. Je dis ça ne passera pas. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'aller prendre 10 milliards de dollars chez eux et de vous donner 3,5 à vous parce que vous êtes beau, gentil et que vous êtes guinéen. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 2 ans où nous avons passé notre temps en tergiversation? Le cours du fer et de la bauxite, le cours s'est retourné. Comme cela se fait en économie. L'économie a une croissance cyclique. Il y a des moments où les choses vont et puis il y a des moments où ça descend. Quand la Chine a perdu ses croissance à 2 chiffres et qu'elle est tombée aujourd'hui aux alentours de 7%, la demande, ça a été rétréci et nos mines sont restées entre nos bras et il n'y a pas d'investisseurs pour venir les chercher. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être honnête. Nous avons lamentablement échoué. Je l'ai dit au président de la République lors d'une de nos rencontres. J'ai dit, mais est-ce que les gens te disent exactement ici qu'est-ce que les mines rapportent dans le budget de notre pays? Je dis c'est entre 200 et 250 millions de dollars. C'est-à-dire vraiment, comme disent les Anglais, peanuts. C'est rien du tout. Donc, c'est la raison pour laquelle, encore une fois, l'Union des forces républicaines va centrer, pendant cette période, le développement économique et social de notre pays sur le secteur agricole et rural. Élevage, pêche, agriculture, avec une multiplicité de produits pour lesquels nous avons des avantages comparatifs ici. En 1996, on avait poussé le coton jusqu'à 40 000 tonnes. Il est à 4 000 tonnes aujourd'hui. Nous pouvons faire 200, 300 000 tonnes. Nous pouvons faire du café jusqu'à 100 000. Nous pouvons faire du cacao. Nous pouvons faire de l'EVA. Nous pouvons faire de palmier à huile. Moi-même, j'en fais chez moi. Et toutes ces choses-là, notamment quand je prends chaque cas, l'anacarde en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est 650 000 tonnes. 600 000 tonnes, c'est 2 millions d'emplois créés autour de cela. Nous avons des zones d'anacardière ici qui vont jusqu'à Sigiri. Nous avons la possibilité de faire la même chose. Encore faut-il qu'il y ait une organisation, une méthode, une assistance aux paysans pour leur dire exactement
qu'est-ce qu'ils peuvent faire et surtout qui va leur acheter leurs produits. Donc ça, c'est clair que le secteur minier aujourd'hui, nous sommes en panne. Bon, ce n'est pas en soi dirimant pour définitivement, mais en tout cas pour la période, nous devons penser à faire autre chose en attendant. Voilà. Allez-y, Moussamo, ici, là. Oui. La question que je voulais poser par rapport aux mines, on a quand même fait de l'exploitation minière pendant près de 50 ans, notamment de la bauxite, en parlant de la CBK par exemple. À votre avis, est-ce qu'il faut passer à autre chose? Vous, dans votre projet de société, qu'est-ce que vous feriez pour valoriser ce secteur? Parce que nous avons quand même des ressources minières, des ressources qui pourraient aider le pays à bouger. Non, c'est certain que ça peut donner, disons, un plus. Mais je dis, centrer notre développement sur le secteur minier aujourd'hui, la Guinée n'est pas prête à ça. Parce qu'il y a des conditions qui doivent être remplies que nous ne remplissons pas. Une des premières conditions, c'est d'avoir, disons, des PME dans le secteur pour participer à l'investissement, mais pour participer à la transformation. C'est d'avoir également de l'énergie à gogo. On n'en est pas encore là. C'est d'avoir, disons, une organisation économique qui soit à même, disons, d'aider à ce qu'une partie de la transformation se fasse chez nous. La seule unité qui allait dans ce sens, dans notre pays, c'était Friguia. Au moins, on avait une première transformation de la bauxite en alumine depuis 1959. Il a fallu que ce régime-là arrive pour que nous nous retrouvions avec rien du tout. Donc, c'est vrai, si on doit faire quelque chose dans le secteur minier, je serais pour la transformation. Pourquoi? Parce que c'est ce qui crée de la richesse, c'est ce qui crée de l'emploi. Si c'est pour prendre de la terre et l'exporter comme on le fait, je vais dire avec CBK ou je ne sais quoi, on a fait ça avec la compagnie des bauxites de Guinée, ça fait 40 ans, ça ne rapportera que 4000 emplois et ça n'a pas d'impact. Donc je suis pour, mais à condition qu'il y ait un début de transformation chez nous. Appesantissez-vous un peu sur le cas de Friguia parce qu'on accuse le club des anciens premiers ministres d'avoir créé cette descente en enfer. Il faut arrêter de parler de ces choses-là. Oui, je veux dire, chaque fois que les gens disent des choses qui n'ont aucun sens, on le reprend. Qu'est-ce que ça veut dire? Les grandes gueules. Toujours est-il que Friguia s'est arrêté pendant que ce régime était en place. Il ne s'est pas arrêté au temps de compter, il ne s'est pas arrêté au temps de s'écouter. Ce sont les faits, ça. Maintenant, les anciens premiers ministres, Moi, vous savez, j'ai été premier ministre en Guinée. Et depuis toujours, je n'arrête pas de dire, si quelqu'un a un dossier concernant la gestion de M. Touré Sidia, venez ici pour qu'on en parle et qu'on aille devant les radios, devant les télévisions. Donc on arrête de dire ça. Il y a un premier ministre actuellement ici. Ils ont perdu des milliards dans l'électricité. J'aimerais bien qu'on me dise comment ça a été perdu. Je n'ai pas vu ça pendant la période où les autres premiers ministres étaient là. Donc il faut arrêter de dire les choses juste. Sur la question de l'agriculture, il y a une nouvelle gestion à la tête du ministère. On parle de la campagne agricole, c'est le modèle qui marche en ce moment. Et ça a permis aussi de réduire le coût d'importation du riz, une denrée qui est très très consommée dans notre pays. Les tonnes. Les tonnes. Oui, la ministre a donné un chiffre ici, je pense. Oui, le chiffre. Non, mais monsieur Touré, le chiffre. Vous n'avez pas entendu le chiffre? Non. Je ne maîtrise pas le chiffre, mais le chiffre a été donné parce que le nombre d'importations a considérablement été. La quantité a été réduite. Il paraît maintenant, au niveau de la campagne. La tendance n'a pas été inversée. Oui. Elle l'a reconnu à Kindia récemment à l'occasion du lancement de la campagne agricole de cette année. Voilà, c'était en présence du chef de l'État, le président Alpha Condé lui-même. Ok. Au-delà de la campagne agricole, de façon technique, sur le terrain, quel appui pour les agriculteurs? Quel type d'agriculture pour notre pays? Et comment sortir de l'agriculture de subsistance pour une agriculture beaucoup plus vers l'extérieur? Les spéculations vers lesquelles j'allais adresser, disons, ma gouvernance. Vous venez de parler du riz. Nous importons, je ne sais pas, entre près de 250 à 300 000 tonnes de riz ici. Si nous avions une production de riz, je pense que ça se saurait parce que, comme dit l'autre, on aurait au moins 150 000, 100 000 tonnes de production d'importation à moins. Voilà comment cela peut se calculer. Je n'ai pas vu, donc si je ne l'ai pas vu, je vous ai dit ici une fois dans une de vos émissions, vous m'avez dit qu'il y avait du riz partout. Je dis, je n'ai pas vu d'usine. Alors je me pose la question, où est-ce que ce riz est traité? Et qu'il faudrait combien de mortiers et de pilons pour sortir 100 000 tonnes. Donc il faut arrêter ça. Ça veut dire que ça n'existe pas, tout simplement. Parce que s'il y avait du riz produit en Guinée dans des quantités comme cela, on aurait des usines de riz qui produiraient, qui donneraient un peu du décortiquage. Bon, maintenant sur ces produits, c'est très simple. En ce qui concerne le riz, le problème essentiel, c'est l'eau.
il faut avoir la maîtrise de l'eau. Si vous avez la maîtrise de l'eau et que vous êtes capable de faire en sorte que vous puissiez mettre du riz quand il le faut, vous pouvez avoir 2-3 récoltes dans le mois avec des 3, 4, 5 tonnes à l'hectare. Nous avons fait ça dans le Capachez vers chez nous pour des choses qui n'étaient pas très importantes. 2,5 tonnes à l'hectare, vous avez, la vie des gens sont changées. Mais c'est ce qui se passe dans l'agriculture en Côte d'Ivoire, ce n'est pas plus compliqué. Vous assistez les gens, par exemple, pour planter les verres. Vous venez, vous leur dites, nous, on va vous apporter les plants. L'État les sélectionne. Vous avez un ministère de l'Agriculture qui est organisé pour ça. On vous donnera l'engrais. Quand vous allez commencer à produire, nous allons le défalquer sur ce que vous allez produire. Mais entre-temps, vous allez voir plein de gens qui vont se lancer dans ce secteur-là. C'est ça l'emploi aussi. Mais je le dis pour les VA, je le dis pour le palmier à huile, pour lequel moi j'ai 300 hectares. J'ai essayé autour de mon village de dire aux gens, venez, je vais vous donner des plants, vous allez faire 1 hectare, c'est 143 pieds à l'hectare. Même si vous ne sortez qu'une tonne d'huile par an là-bas, avec le prix à 10 000 francs le litre, mais c'est bon, vous avez gagné, je ne sais pas, 1000 litres, vous avez gagné de quoi vivre pendant 10 millions de francs dans l'année. Donc, c'est comme cela l'agriculture, mais ça occupe beaucoup de personnes. Bien. Vous comprenez. Le président de l'UFR, notre invité ce matin chez les GG. Les grandes gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions, avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir, il n'a pas l'air, le président de l'UFR, notre invité ce matin chez les GG, Moussa Moïsila, allez, oui ou non, mon cher ami? Alors, oui ou non, sur la production agricole, monsieur le président, vous reconnaissez oui ou non qu'il y a une certaine stabilité sur les denrées de première nécessité, notamment le riz, depuis la venue du président Alpha Condé? Non. Moussa Moïsila. La question peut-être de l'auditeur sur... une alliance peut-être avec le RPG, puisque de l'autre côté, vous n'irez pas. Je m'allie avec personne. Je m'allie avec moi-même. Je m'en vais à l'élection présidentielle pour la gagner. Voilà, donc c'est non. Mais en cas de deuxième tour, Sidya Touré. En cas de deuxième tour. Je ne suis pas un allié potentiel de qui que ce soit. Voilà, c'est aussi clair que ça. Allez-y. Oui ou non, dans le domaine des infrastructures, en parlant notamment de la fête de l'indépendance, la fête tournante, il y a eu quand même quelques infrastructures qui ont été réalisées, oui ou non? Rénover la gendarmerie nationale, la mairie et toutes ces choses-là, c'est pas de l'investissement. Bon, il y a eu de nouvelles infrastructures. Routes, c'est bien, mais j'aurais bien voulu qu'on y installe des choses qui permettraient aux jeunes de continuer à travailler après leur départ. Oui ou non? Nous partons à une élection à double tour. La question va encore une fois revenir. En cas de second tour, monsieur le président, est-ce qu'il y aura forcément un camp que vous allez choisir si vous veniez deuxième? Déjà répondu à la question. Voilà, allez-y, Abaka Diallo. Oui ou non, monsieur le président de l'UFR, il est hors de question qu'un candidat l'emporte dès le premier tour? Hors de question, ce n'est pas possible. En 2010, vous paraissiez plus fort qu'en 2015, oui ou non? Non, c'est tout à fait le contraire. Justement. Allez-y, Tamba. Oui ou non? Alors, oui ou non, dans le cas où vous suspectez les élections de manque de transparence, vous n'appellerez quand même pas les Guinéens à sortir, oui ou non? Ça, je ne dis pas ça. Voilà. Oui ou non, l'opposition semble fragile face au camp adverse cette fois-ci, pour cette présidentielle. Il y a un problème, c'est vrai. L'opposition semble fragile. Disons, les candidats semblent fragiles, ça c'est possible, oui. Oui ou non, monsieur Sidya Touré, vous allez continuer à appeler au report des élections? Je n'ai pas encore appelé, mais j'espère que le bon sens voudrait que ces élections soient reportées pour qu'on ait un fichier consolidé avant qu'on nous produise des cartes d'électeurs. Oui ou non, dans les conditions telles qu'elles se préparent, telles qu'elles se profilent à l'horizon cette élection, oui ou non, une alternance est impossible? Il faut qu'on nettoie le fichier, comme je viens de vous l'indiquer. Bien. Allez, Tamba, dernière question. Alors, cette question, Joker, la mine, si tu permets, s'il te plaît. Non, je ne peux pas. Alors, oui ou non, est-ce que votre programme de société prendra en compte les nombreux nécessiteux mendiants aveugles qui ne sont pas pris en compte par les politiques sociales de l'État? Oui ou non? Vraiment, je dirais oui. Je dirais il faut leur trouver. Un oui massif. Voilà. Allez, alors, rapidement peut-être, Sidya Touré passerait donc peut-être un coup KO, la formule magique, si derrière lui il y avait au deuxième tour bien entendu l'UFDG. Écoutez, nous allons aux élections, après les élections, en 2010 toutes ces questions n'ont pas été posées. Parce que vous avez travaillé de façon souterraine à ce que la question du candidat, de la candidature unique de l'opposition soit acceptée. Ça n'a pas été accepté.
tirons un trait sur la question. Nous allons aux élections. Je dis en 2010, ces questions ne se sont pas posées. Nous allons aux élections avec la conviction que chacun détient, je crois, un programme qui lui permettra de gagner les élections. Oui ou non, c'est le nom de la rubrique. Oui ou non, le cas d'Addis pourrait vous sourire en Guinée forestière? Oui ou non? Joker. Écoutez, moi j'ai des électeurs en Guinée forestière, on verra bien. Voilà. Alors, le grand oral maintenant, Monsieur le Président, cette caméra, c'est pour vous, c'est dédié. Vous avez 1 minute 30 secondes évidemment pour cette population qui vous regarde et qui vous écoute à la radio du côté de Cancan sur 99.9. Vous nous regardez aussi à la télévision. 1 minute 30 secondes. Ah ben oui, moi Président, que ferez-vous, Monsieur le Président? Merci. Je crois que c'est très important que les Guinéens comprennent quels sont les enjeux des élections de 2015. Nous venons de vivre 5 années pendant lesquelles tout a été vu, mais tout a été dit et dont on n'a pas vu les résultats à Kafo, à Maké. Donc nous sommes dans une situation qui est très claire. Notre pays a reculé. Nous avons beaucoup moins d'investissements. Nous n'avons pas d'emploi pour les jeunes. La misère a augmenté. Mais je le disais dans une de mes émissions ce matin, ce qui est le plus grave, c'est que quand la misère perdure dans un pays, cela vous fait perdre votre dignité. Les Guinéens doivent réfléchir à ce que nous allons faire le 11 octobre. Ces élections ne sont pas des élections d'un parti politique, d'une communauté, d'un cousin ou d'un oncle. Ce sont des élections pour savoir quelle est l'ambition que nous avons pour notre pays, pour nos enfants, pour la Guinée. Et c'est la raison pour laquelle, avant de voter, il faut bien réfléchir. Il faut faire en sorte que cette gouvernance qui nous a apporté autant de malheurs pendant ces 5 ans ne puisse pas se renouveler. Cela ne dépend que de vous, à condition que les problèmes soient posés en des termes qui permettent d'aller de l'avant, en des termes qui permettent d'avoir cette alternance, plutôt que de se disperser dans des positionnements ethno-stratégiques qui feront qu'au lendemain de ces élections, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Alors je vous dis, chers amis, à l'ouverture de cette campagne, prenez en compte ce que vous avez vu pendant ces 5 années, ce qu'on vous a fait pendant ces 5 années, ce que vous avez observé pendant ces 5 années. Prenez votre courage à 2 mains et optons pour le changement. Le changement dans votre vie de tous les jours, le changement également pour que les Guinéens soient réconciliés et qu'ensemble nous regardions dans la même direction pour nous permettre d'être fiers de notre pays, parce que cela pourrait totalement changer et être le rêve que nous avons tous d'une Guinée où il fera bon vivre. Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'UFR, on ne va pas vous lâcher comme ça. La question du bas peuple, évidemment. On s'intéresse là-dessus. Et moi, je vous regarde dans les yeux, Monsieur le Président. Vous êtes un agriculteur, vous l'avez dit, vous avez des plantations. On a envie de comprendre, ou on a envie de savoir le prix d'un bidon d'huile. Ça coûte combien exactement? Mais non, là, l'huile rouge. L'huile rouge que je vends? Oui. Moi, je le vends moins cher, mais ils vendent à 10 000 francs par litre. Non, je connais. 10 000 francs par litre. Le bidon, c'est 200 000, 180, 200 000 francs, selon que c'est la période de production ou pas. C'est le prix ou c'est le prix? Ah, c'est le prix. Oui. Peut-être qu'il pourrait connaître le prix du kilo de viande. Ça dépend. Dans mon village, c'est 23 000, 25 000. En ville, ici, on m'a dit que c'était 27 000 francs. Mais 32 000. 32 000. Écoute, ça dépend. On me dit avec ou sans os. Le prix du kilowattheure? Non, je ne connais pas le prix du kilowattheure. Parce que j'utilise des groupes chez moi. Sauf maintenant. Vous n'utilisez pas Caleta? Vous n'avez pas le courant de Caleta chez vous? Maintenant, ça commence là. Donc, j'attends ma voiture. Et la baguette de pain? Je dirais quoi? 3 000, on m'a dit. 3 000 parce que bon, c'est ce que j'achète. Ça dépend du poids. Attendez, il n'y a pas de pain à 3 000, si? Il y en a à 3 000, mais il y en a à 1 500. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être passé sur le GG ce matin. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité.
Voilà, dernière ligne droite pour cette émission, évidemment, les GG sur Radio Espace tous les matins. On vous donne rendez-vous, vous allez réagir, évidemment. Continuez à réagir, GG au 8037. La semaine prochaine, si tout va bien, cette dame aussi va être avec nous dans ce studio. Évidemment, si vous avez des questions pièges comme ça, la question du peuple, moi j'appelle comme ça, vous pouvez nous envoyer avec plaisir, on va essayer de poser à nos candidats. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, nous avons écouté le président Sidia Touré. Ouais. J'ai apprécié une chose. Ce que j'ai relevé sur le discours et les promesses des autres candidats, alors même qu'on les écoute, on sent qu'ils veulent plus faire dans l'infrastructurel. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de route, il n'y a pas de budget, c'est ce qu'ils veulent régler. Mais ce qui est très important, quand je lui ai posé la question sur la pauvreté, sur les mendiants, il a dit qu'il faut travailler à amener ces gens au travail. C'est-à-dire qu'il veut travailler dans ce super structurel-là. Tout ce qui est idéal, tout ce qui est mentalité. On a souvent dit que le Guinéen ne respecte pas de loi. On dit que le Guinéen a un civique. Ouais. Je pense qu'il faut investir dans l'homme. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir quelle articulation est-ce qu'on veut faire entre un programme de société qui vise les transformations matérielles et celui qui vise à mettre ces transformations matérielles au profit des transformations mentales. On en a besoin en Guinée, on en parle souvent. Je pense qu'un tel projet de société peut aider à nous faire avancer. Voilà, Tamba. Allez, nous avons Fodé Saninkayi Kouyaté. C'est cela, hein, Fodé Saninkayi Kouyaté. On parle d'Ablogui, là, Abaka, non? Allez, je comprends pas. C'est plutôt M. Fendouno que nous avons... Voilà, allez-y, messieurs. Nous avons le président des étudiants guinéens de Russie, donc qui est présent, qui est en séjour dans notre pays, Monsieur Fendouno. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour. Vous êtes toujours étudiant du côté de la Russie, vous êtes le président des étudiants guinéens de ce côté-là. Et faites-nous le constat de la réalité du vécu quotidien des Guinéens, des étudiants boursiers guinéens en Russie. Bonjour une fois de plus, merci de m'avoir donné cette opportunité ce matin de m'exprimer par rapport à cette question qui concerne les conditions de vie des boursiers de l'État à l'extérieur, notamment celles de la Russie. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis déjà une année, nous procédons chaque année à faire, n'est-ce pas, des réclamations auprès de notre autorité pour essayer de trouver une solution par rapport à nos conditions de vie. Nous vivons des conditions extrêmement difficiles parce que depuis des lustres, il fait déjà, je crois, depuis 1960, nous percevons toujours la somme de $50. Et $50, vous n'êtes pas sans savoir, dans les pays de l'Est ou même en Europe actuellement, c'est une somme qui est minime. $50 dans les années 60, aujourd'hui, c'est le quart de ce montant que nous utilisons pour pouvoir survivre, c'est-à-dire pour pouvoir survivre. Et donc, sincèrement, nous lançons un appel aux autorités pour essayer, n'est-ce pas, de remédier à cette situation. Mais cette bourse de $50, et vous avez du mal à y accéder. C'est pourquoi ici et là, on voit des protestations, des manifestations devant les représentations diplomatiques. Comment est-ce que cela se fait que vous n'avez jamais la possibilité, vous peinez à obtenir ces maigres bourses? C'est toute la question, Je pense que le service national des bourses aujourd'hui, qui est l'Office national des bourses, est mieux placé pour donner la réponse à cette question. Nous attendons, n'est-ce pas, parce que la dernière fois, nous avons réclamé et ils nous ont promis quoi? Ils disent que chaque 3 mois, ils vont nous payer. Et cette année 2015, nous avons attendu pratiquement 6 mois, même 7 mois pour pouvoir percevoir cette bourse. Et cette bourse, pour la percevoir, il a fallu qu'on fasse, n'est-ce pas, des mouvements de protestation devant des représentations diplomatiques des différents pays. Et donc, c'est des conditions que nous n'acceptons pas aujourd'hui. Parce que nous ne sommes pas partis pour aller réclamer, pour aller manifester devant des ambassades. Nous sommes partis pour étudier. Donc, il faudrait que l'État nous mette dans des conditions normales pour pouvoir étudier. Pour pouvoir, en fin de compte, c'est-à-dire après notre formation, revenir dans ces pays, travailler. Vous n'êtes pas les seuls étudiants africains boursiers du côté de la Russie. On sait que comparativement aux autres, il n'y a pas photo, comme on le dit. Mais comment vous faites pour allier cette recherche quotidienne de la satisfaction de vos besoins avec la prise au sérieux des études? Bon, il y a certains, par exemple, les étudiants qui ont des parents mieux placés, les amènent de l'argent dans ces pays. D'autres, par contre, qui n'ont pas les parents mieux placés dans nos pays, par exemple, ils sont obligés de faire des travaux, c'est-à-dire de travailler dans des restaurants, c'est-à-dire au dépend de leur étude. Donc, partir dans les nuits, dans les boîtes de nuit en train de travailler pour percevoir une maigre somme. Et cette somme, n'est-ce pas, ne les satisfait pas aussi, c'est-à-dire en fin de compte.
Donc ils sont obligés de faire du tapage chaque jour pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir quelque chose pour pouvoir survivre. Donc nous vivons des conditions extrêmement difficiles. Il faut que l'État s'épanche sur cette question. Alors est-ce que vous avez eu par exemple à rencontrer certaines autorités qui sont chargées de cette question? Qu'est-ce qu'on vous a dit réellement? Ce sont les mêmes choses qui sont en train de fournir assez d'efforts. Bientôt, ils vont essayer, n'est-ce pas, d'augmenter la somme. Ils vont essayer de chaque mois de nous payer cette bourse. Et la dernière fois, je crois, c'était le président de la République en personne qui avait donné cette proposition d'augmenter la bourse des étudiants. Aujourd'hui, nous percevrons $50, de le révaloriser par exemple à $200. Oui. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, rien n'est fait. Je crois qu'il y a un manque réel de volonté politique pour pouvoir changer cette situation. Il y a peut-être des gens qui sont là-bas placés au niveau de l'office des bourses ou bien même au niveau de la présidence qui refusent, n'est-ce pas, à ce que notre condition de vie change. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a certains qui travaillent dans les boîtes de nuit pour s'en sortir. En même temps, mais ce que vous oubliez de dire, vous êtes chez les GG ici, disons les choses. Et moi, je vous regarde dans les yeux à vous dire, il y a beaucoup de prostituées aussi, c'est très important. Oui, surtout les filles sont victimes. Voilà. Alors, justement. Comment ça se passe de ce côté, justement? Ce qui n'arrive pas, peut-être n'ont pas les parents blindés en Guinée, si on peut se dire comme ça. Est-ce qu'il y en a qui abandonnent? Oui, justement, il y a des étudiants qui abandonnent les études. Par exemple, lorsque j'étais le président des étudiants, c'est-à-dire l'année passée, l'année qui vient de s'écouler, il y avait le représentant des étudiants du Maroc qui m'expliquait comment les étudiants vivaient du côté du Maroc. Il y a des filles, n'est-ce pas, qui sont obligées de se prostituer avec, c'est-à-dire des gens qui ont assez de moyens pour pouvoir payer les loyers. Et c'est une condition qui est extrêmement inacceptable lorsqu'on voit notre société guinéenne qui est ancrée, n'est-ce pas, dans la religion. Donc nous n'acceptons pas cette condition. Il faut que l'État se penche sur cette question pour trouver une solution à ça. Normalement, dans plusieurs pays, les étudiants qui ont en tout cas la carte d'étudiant ont la possibilité de travailler tout à fait normal. Dans tous les autres pays, les étudiants travaillent. Mais aujourd'hui, c'est vrai, c'est bon de réclamer à l'État un peu plus d'argent. Mais est-ce que les étudiants guinéens à l'étranger étudient? Parce que les statistiques le montrent que l'un des taux les plus faibles en termes d'études à l'étranger, ce sont bien les Guinéens, les résultats. Je vais ajouter cette statistique parce que l'ambassade de France, j'ai parlé avec quelqu'un qui me disait que 70% des étudiants qui quittent la Guinée en direction de la France ne continuent pas dans les études. Absolument. Est-ce que c'est le cas en Russie? Le problème qui est là, je veux comprendre. Comment ils vont étudier lorsqu'ils sont dans des très mauvaises conditions d'études? Donc il faut que l'État les mette dans des conditions normales d'études pour pouvoir étudier. Lorsqu'en fin de compte, toi tu dois payer ton loyer, eux que tu n'as même pas un montant pour payer ces loyers, tu es obligé d'aller travailler, abandonner tes études. Donc il faut que l'État trouve une solution à ça. Ce n'est pas aux étudiants, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Voilà, Fendouno, merci beaucoup d'être passé sur les GG. Je vous remercie. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Voilà, dernière ligne droite. Nous avons en direct chez les GG Monsieur Suleiman Traoré. Suleiman Traoré, bonjour. Bonjour. Monsieur Traoré, vous êtes le directeur général du Fonds d'entretien routier. Alors, au constat, la voirie urbaine de Conakry s'est totalement effondrée. On a envie de savoir que fait votre structure, le Fonds d'entretien routier, pour faire un minimum d'entretien de cette voirie urbaine. Je vous remercie. Je partage avec vous le constat de dégradation sur le réseau routier de la voirie de Conakry. Mais je préfère d'abord vous rappeler, comme je l'ai fait l'année dernière, comme je le dis souvent, que nous sommes, un établissement qui est chargé de financer l'entretien de l'entretien. Ceci étant, les voiries urbaines se dégradent toujours en période de saison de pluie. Et il est évident que les travaux d'entretien ne peuvent pas se faire maintenant. Donc nous avons financé le bouchage de tout avec la direction de l'entretien routier. Et j'ai d'ailleurs fait un communiqué pour dire que dès après la pluie, la saison des pluies, nous procéderons à l'entretien de l'ensemble des voiries qu'on a pris sur le
Voilà, Monsieur Suleiman, on va essayer de vous rappeler, hein, parce que la ligne, elle n'est pas terrible, hein, franchement, ce matin. Voilà, il va essayer de le rappeler sur Radio Espace. Allez, on y va là-dessus, Moussa Moïsila. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je veux rapidement dire que j'ai l'impression que le fonds d'entretien routier sort complètement de ses propres prérogatives. Un fonds qui doit être beaucoup plus dans la prévention et non pas dans une action curative. Mais c'est un fonds qui croise les bras face aux différents problèmes que nous connaissons sur nos routes. C'est-à-dire que le fonds ne doit pas entrer en action que lorsqu'une route, il y a une fissure par là, ou il y a une nid d'hippopotame ou quelque chose qui ne va pas par là. Le fonds agit avant que cela n'arrive. Mais ça ne se fait pas. Et chaque année également, j'ai envie de lui poser cette question, on assistait à ce qu'on appelle les cantonnages, et aussi le défrichement le long de nos routes. Cette année, ça n'a pas été fait alors que ça fait partie des prérogatives du fonds d'entretien routier. Mais aussi la statistique sur le relevé de dégradation de nos routes. C'est une banque de données qui se trouve du côté du ministère des Travaux publics, qu'on appelle la banque de données routières. Donc, ce relevé permet aux différents partenaires de développement de savoir le niveau de dégradation de nos routes et ensuite d'ajuster les différentes aides qu'ils peuvent apporter dans le secteur. Cela n'a pas encore été fait cette année. Je me demande alors, qu'est-ce que fait le fonds d'entretien routier? Oui, monsieur Traoré, vous étiez en train d'expliquer qu'en saison des pluies, nos routes connaissent beaucoup de problèmes. C'est grave ça. Expliquez-nous pourquoi le fonds d'entretien routier, ce n'est pas pourtant un fonds qui intervient de façon curative, c'est aussi un fonds préventif. Non. L'entretien, vous savez, il y a la construction, il y a l'entretien. L'entretien du réseau est à la fois préventif et curatif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est d'abord l'état du réseau. Nous avons un réseau routier qui est très vieux et donc dont les dégradations évidemment sont poussées en période de saison de pluie. D'ailleurs, vous prenez la plupart des capitales africaines en saison de pluie, là où il y a une grande pluviométrie, vous considérez le même constat. Monsieur Traoré, à vous entendre, on a l'impression qu'il n'y a aucun bitume qui puisse résister à la quantité de pluie qui tombe chez nous. On tombe quand même des nues quand on circule dans Conakry et qu'on voit qu'à la place des bitumes, on met du béton ou alors on casse des pierres. Vous trouvez que c'est normal et vous nous expliquez qu'à chaque saison de pluie, les routes se dégradent. Il n'y a pas un moyen de faire des routes qui résistent à la quantité de pluie qui tombe en Guinée? Écoutez, vous avez, je suis obligé de répéter que mon établissement est chargé de financer les programmes qui lui sont présentés. Mais vous avez toujours cette tendance à vouloir mettre la responsabilité de l'entretien sur le fond. J'y réponds parce que je suis solidaire du département, mais là vous posez des questions à la mauvaise porte. Monsieur Traoré, combien de fonds, puisque vous parlez de financement, de mobilisation de financement pour l'entretien des routes, un travail qui serait donc qui devrait être fait par la Direction nationale de l'entretien routier. Alors vous, de votre côté, quel est le niveau de fonds que vous avez mobilisé cette année pour assurer à la Direction nationale de l'entretien routier donc des ressources lui permettant de faire ce travail? Je voudrais vous préciser que non seulement nous finançons les programmes de la Direction de l'entretien routier, c'est aussi de la Direction des routes préfectorales, du génie rural. Pour vous dire que ne résume pas notre activité uniquement à la voirie de Conakry. Nous finançons l'ensemble de l'entretien sur l'ensemble du réseau national du pays. Évidemment, ce sont des efforts financiers qui, par rapport aux besoins, sont disproportionnés. Mais l'ensemble des mesures, les mesures financières sont prises pour que le réseau soit rétabli dès la fin de ce début. Je peux vous préciser simplement que les travaux d'entretien en termes de bitumen ne peuvent pas être faits sous la pluie. Alors, Monsieur Traoré, ça ne vous étonne pas qu'à chaque fois que le réseau routier se dégrade, on fait par exemple l'entretien à chaque fois, mais une année après, vous trouvez que ça s'est dégradé. Vous financez. Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que vous évaluez les travaux qui sont faits sur le terrain? Parce qu'on ne peut pas acheter de l'argent à la fenêtre sans voir réellement l'effectivité des travaux sur le terrain. Et ça coûte combien par an? Oui, nous avons des missions de contrôle. Nous essayons de contrôler, nous contrôlons
ce qui est financé. Mais je vais vous donner un seul exemple. Prenez la route nationale Koya-Koulia-Mamou, que nous avons financé l'entretien l'année dernière. Et cette année encore, nous avons financé l'entretien. Mais c'est une route qui a dépassé le stade de l'entretien, n'est-ce pas? Mais forcément, vous entraînez une partie, peut-être le mois suivant, vous verrez qu'il y a un trou dans l'autre partie. C'est l'état de vieillissement du réseau. On l'entretient jusqu'à ce que l'État a les moyens de construire une réseau. Vous ne devrez pas, parce que vous n'avez pas le fonds pour cela. Il y a le budget national de développement qui doit agir lorsque la route n'est plus au stade de réhabilitation. Mais si c'est au stade de la construction, cela n'est plus de vos prérogatives. Je veux avoir quelques statistiques. Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre sur le relevé de dégradation de nos routes et aussi nous parler du comptage routier, parce qu'on apprend que cette année, toutes ces activités n'ont pas été menées sur le terrain. Les activités de comptage, nous n'avons pas eu les moyens, c'est vrai, de financer l'ensemble des besoins qui nous ont été présentés. Pourtant, c'est le document de base sur lequel les partenaires interviennent en matière d'appui, en matière de financement. Les documents sont disponibles. La direction de la routière routier fait le comptage routier cette année. Ça a été fait, le document est disponible. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, M. Traoré, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Roby, pense bête, on y va là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez rajouter? Ce que je veux rajouter, c'est qu'il n'y a quand même pas que des routes à construire dans ce pays. Il y en a quand même qui sont à entretenir. Et quand le fonds le fonds d'entretien routier se désolidarise du BND, se désolidarise de la direction de l'entretien routier, je trouve que c'est pas normal. Ouais. Je trouve que tous travaillent en symbiose. De toutes les façons, il n'y a pas que des routes à construire dans ce pays. Il y a des routes à entretenir. On a plusieurs fois posé la question de savoir combien sont dépensés pour entretenir les routes. Impossible de nous le dire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être responsable. Nos routes sont mauvaises. Il n'y a pas d'entretien. Il parle d'état de vieillissement. Mais s'il y a état de vieillissement, c'est parce qu'on n'entretient pas une belle femme qu'elle vieillit. C'est justement ça. Non. Mais oui. Voilà, oui. Mais justement, c'est ça. Les routes sont faites. Mais prenez la route de Matoto, là, qui a été faite. Ouais. Elle a été faite ou pas? Mais est-ce qu'elle a été entretenue? La société qui l'ont fait. Mais oui, mais justement, on parle de... Non, mais je veux juste vous donner une certaine image. Cette route a été faite. Encore que je vois Moussa Moïse sortir à dire ouais, mais il y a un cahier de charge où je ne sais pas encore. Mais attendez, cahier de charge et tout ça, mais mon œil, mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la route, là, Zagopé l'a faite il n'y a même pas longtemps, mais elle s'est dégradée sous nos yeux ici. Personne l'a. Il n'y a pas que Zagopé, il y a Guico Presse. Mais je vous parle de toutes les routes en général. En tout cas, les routes qui ont été faites, elles n'ont pas été entretenues. Elles se dégradent. Mais ces routes-là ne se dégradent pas quand on est aveugle, puisque ça commence par des petits trous, et c'est à partir de ce moment-là qu'on doit les entretenir. Mais on laisse que les routes, les trous soient payantes et que le goudron finisse par quitter et que finalement on assiste à des crevasses, parfois même des puits, et après on vient nous parler d'argent, etc., de direction, de fonds, de ceci, tout ça pour nous embrouiller. Ils travaillent en symbiose, ils doivent prendre les responsabilités. La prochaine fois, on va mettre du fonds et d'ailleurs il ne nous dit pas combien. Il nous dit non mais on investit des fonds, etc. Abakar lui a posé la question de savoir quelles sont les statistiques, combien vous financez par an pour entretenir ces routes-là, incapable de nous le dire. Que dalle. À chaque fois que vous touchez à l'argent, ils deviennent muets. Bien, allez-y madame. Je n'en crois pas mes oreilles quand Lamine se pose la question de savoir quel est le rôle de la responsabilité de l'État dans tout ça. C'est de la responsabilité de l'État de suivre l'argent qu'il met, par exemple, qui donne à une entreprise. J'ai posé la question ici par rapport à cet état de fait, parce qu'on constate aujourd'hui du côté de Matoto, parce que c'est la route évidemment que j'emprunte tous les jours, quand vous partez aussi du côté d'Anta, mais c'est lamentable. J'ai posé la question, attendez, j'ai posé la question la dernière fois ici, à dire, pointez du doigt cette entreprise-là. Non, Moussa m'a dit, mais non, c'est même Roby qui me l'a dit, à dire, non, ben il y a un cahier de charge, ben on travaille, mais si, c'est toi-même qui l'a dit. C'est toi-même qui l'a dit. Il y a un cahier de charge. Il y a un cahier de charge, mais c'est en fonction de cela, petit argent. Mais oui, t'as même pris l'exemple sur les Chinois. Absolument. Non mais vous parlez de cahier de charge, Lamine. Vous parlez de cahier de charge, il ne sert à rien. Lamine, vous parlez de cahier de charge, mais moi je n'entretiens pas les routes en Guinée pour que vous m'attaquez comme ça. Alors, bien, non mais permettez-moi ça. Lamine parle de cahier de charge. Un instant s'il vous plaît. Moi ce qui me choque quand vous passez par Bambeto actuellement, faites-y un tour. Il y a un trou béant de ce côté-là au rond-point
ça cause énormément d'embouteillage. C'est pas possible. Les conditions de vie des Guinéens, c'est aussi cela. Ouais. Quand vous n'avez pas la possibilité de faire, vous n'avez pas la possibilité de faire 1 kilomètre de route en 5 minutes ou en 10 minutes, vous y passez toute la journée. Aujourd'hui, il est devenu impossible de faire ses courses à Conakry. La faute à quoi? La faute à ces crevasses, à ces nids d'hippopotames. Le fonds d'entretien routier ne peut pas nous dire qu'il n'est pas de sa responsabilité d'aller boucher ce trou-là au niveau de Bambeto. Ou que la direction nationale de l'entretien routier nous dise qu'elle n'a pas les moyens, qu'elle n'a pas reçu de fonds du fonds d'entretien routier pour faire ce travail. Alors, avec les chiffres, des statistiques, Moustapha, vous avez un papier là? Oui, j'ai un papier, j'ai un papier sur ce que le fonds d'entretien routier, avec la direction nationale de l'entretien routier, ce que ces deux directions n'ont pas fait sur le terrain. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des travaux... Qu'est-ce qui devrait se faire, Moussa Moïse? Ce qui devrait se faire, d'abord donner l'exemple, donner le véritable rôle du fonds d'entretien routier. Ouais. C'est pas un fonds qui est fait pour construire des routes, c'est pour réhabiliter des routes. En fonction de, oui, c'est clair, Roby, il y a des lignes pour cela, on n'est pas dans une jungle. Oui, tout organisé. Alors justement, non, mais ils ne sont pas faits. Je le dis, c'est pas pour construire des routes, mais c'est pour réhabiliter. Et mais le fonds d'entretien routier aussi agit avant que les routes ne soient dégradées, en faisant ce qu'on appelle du cantonnage et du défrichissement le long de route. Ça permet d'entretenir les routes pour ne pas rester là les bras croisés et de constater qu'il y a un nid de poule ou je sais pas moi, une sorte de nid d'hippopotame. Donc le fonds d'entretien routier doit agir à ce niveau, mais aussi au niveau du comptage routier. C'est un procédé qui permet... C'est quoi un comptage routier? Oui, c'est un comptage d'automobile. Ça permet d'avoir des données sur le passage. Oui, quand on dit quelque chose, il faut savoir de quoi on parle, Lamine Guirassi. Et ça permet aux partenaires, des partenaires financiers d'assister le fonds d'entretien routier s'il faut le financer, s'il faut le soutenir ou pas. Et ben, également le relevé de dégradation de nos routes. C'est aussi une enquête que le fonds d'entretien routier doit faire. Cela n'a pas été fait cette année. Ce qui caractérise le fonctionnement du ministère des TP, mais aussi des différentes directions de l'entretien routier, du fonds d'entretien routier, c'est l'amateurisme. Parce qu'on ne met pas les personnes qui ont la compétence d'agir. Vous parlez, oui, c'est clair. Non, je le dis clairement. Non, le ministre Traoré. Le ministre Traoré. Je parle de Traoré, le directeur. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez? Vous connaissez son profil? C'est quoi son profil? Non, s'il vous plaît, non. Écoutez, il s'agit, c'est quand même une direction technique. Il s'agit d'un fonds, on ne le gère pas n'importe comment. Si c'était bien géré avec des prévisions, ils auraient mené toutes ces activités dont je viens de parler. Mais vous ne faites que constater, les routes ne sont pas bonnes et tout cela, vous ne parlez pas de ce qui aurait dû être fait. Je pense qu'il faut différencier les choses. Voilà. Allez, on a terminé ce matin. Continuez les grandes gueules chez vous. Demain, on va continuer avec un autre invité. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.